Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons commenter et essayer d'analyser et de trouver les raisons de la faillite de la marque Enicia. Il y en a qui veulent juste un salon ou deux. Moi, je pense que je m'ennuierais déjà. Parce que ce que j'ai envie, c'est de développer une entreprise, c'est le challenge, c'est l'adrénaline que c'est d'avoir beaucoup de choses à gérer, etc. C'est ça qui me plaît. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine de franchises, ça serait déjà bien. Projet très ambitieux. La dirigeante a réussi à avoir des franchisés, mais ça a tourné au vinaigre. Pourquoi? Comment? Nous allons essayer de savoir quelles sont les leçons à tirer de cette expérience. Je suis tombée sur cet article qui date de 2013 qui parle du redressement judiciaire de Beauty Revolution International et ses filiales, non commerciales d'Enicia. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'article, c'est que la chef d'entreprise, la franchiseuse, elle parle du fait que son projet de franchise solidaire a suscité de lourds investissements. Et je cite, « Je me suis rendu compte au travers de cette expérience que tout le monde n'était pas entrepreneur et qu'il était difficile de concilier le temps nécessaire à la formation de ces femmes et la qualité du service et des prestations légitimement réclamées par nos clients. » En fait, la franchiseuse, là, elle sous-entend que les raisons de redressement judiciaire seraient liées au fait que ces franchisés n'étaient pas à la hauteur. Ok. La réponse des franchisés n'a pas tardé, parce que dans cet autre article, les franchisés auraient déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance. D'ailleurs, il y a une des franchisés qui s'exprime en disant « Aujourd'hui, nos honneurs ont été salis. Nous n'acceptons plus de rester silencieuses. » Et suite à ça, il y a eu la création d'un groupe Facebook. 100 femmes ont décidé de sauver leur vie, faisant écho au programme. 100 femmes ont décidé de changer leur vie. Donc l'ambiance plutôt tendue entre franchiseuses et franchisés. De toute façon, c'est clair qu'il y a eu un problème dans la relation entre les deux. Et je pense qu'il est peut-être important de rappeler c'est quoi une franchise, c'est quoi un franchiseur, c'est quoi une franchisée, de façon un peu globale et de façon un peu générale pour bien comprendre ce qui se joue ici. C'est quoi une franchise? Une franchise, c'est un accord entre deux entreprises. Un franchiseur qui est une entreprise qui a un concept, un service, qui commercialise des produits et qui décide de donner l'autorisation aux franchisés de dupliquer son modèle, de dupliquer son service. Et en retour, le franchiseur est celui qui va donner de l'expérience, partager son expérience aux franchisés. Et suivant les différents accords, le franchisé doit payer une espèce de redevance ou alors recevoir un certain nombre d'instructions venant du franchiseur. Dans cet article extrait du site AC Franchise, en fait, il est dit que la marque Enicia s'est engagée dans une importante campagne de recrutement de candidats. L'enseigne a lancé son concours 100 femmes ont décidé de changer leur vie. L'idée, c'est d'avoir 100 femmes sélectionnées dans toute la France pour recevoir une aide financière afin de lancer leur salon de beauté Enicia via un contrat de licence de marque. Ça, c'est assez particulier quand même comme concept parce que c'est un concours et l'ambition de la gérante, c'était de dire que ce projet a été initié pour démontrer qu'on peut créer son entreprise avec un apport minimum et que le succès d'une entreprise repose avant tout sur la motivation de l'entrepreneur. Ok. Alors, commentaire à froid des informations que j'ai pu lire, la première remarque, c'est le fait que je trouve qu'en fait, des déclarations comme ça, là, entre les deux parties, c'est assez particulier parce que de toute façon, quand il y a des problèmes qui conduisent à un redressement judiciaire, c'est rarement juste à cause d'une raison. Ça doit forcément être la succession de plusieurs, d'une ou plusieurs décisions difficiles, conjoncture du marché, je sais pas, peut-être pas suffisamment de clients, peut-être avoir des coûts de fonctionnement, loyer, etc. trop élevés. En fait, ce qu'il y a de dommage, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment ces possibles causes qui sont évoquées. On a l'impression que ça repose sur une chose, sur la personnalité. Et, ça rend le cas plus complexe parce que du coup, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que l'entreprise est tombée en faillite?
Et le deuxième point aussi que je trouve particulier, c'est l'acte de défense de la franchiseuse qui consiste à dire que les franchisés, en gros, n'étaient pas à la hauteur. Bah, le problème, c'est qu'elles ont été sélectionnées, hein. Elles ont été, si je comprends bien ce qui est décrit par les autres articles, elles ont été sélectionnées pour faire partie du programme. Donc la franchiseuse les a sélectionnées. Donc en gros, c'est un peu dommage parce que finalement, ça reste encore au niveau de bataille, bataille des mots, bataille médiatique. Et là aussi, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé parce que c'est pas clair en fait, hein. Et c'est bien dommage parce que le business des salons de beauté, notamment le salon de coiffure afro, c'est normalement un business qui est très rentable. Mais pour pouvoir bien gagner, voire très bien gagner sa vie dans ça, il y a deux choses à maîtriser, à savoir les coûts, qui vont être les coûts de fonctionnement, loyer, aménagement du local, travaux si nécessaire. Ensuite, coûts par rapport à l'équipement, mobilier, matériel. L'autre coût aussi qui est très important, c'est de savoir coût pour avoir des salariés, à savoir l'URSSAF. Autre coût, achat de produits, à savoir quelle marge l'entrepreneur peut se faire par rapport à son choix d'achat de produits. Donc tous ces coûts-là, ce sont des coûts qui sont importants à maîtriser. Et le deuxième aspect, ça va être de bien comprendre quelle va être sa rentabilité, à savoir quel va être son objectif hebdomadaire, voire quotidien, pour être rentable et véritablement comparer au coût, qu'est-ce que c'est réaliste par rapport au profil de la clientèle qu'on cherche. Si par exemple, on se retrouve à avoir un coût de fonctionnement de 2 000 € par jour, ça veut dire qu'il faut encaisser 2 000 € par jour pour avoir un profit de zéro. Est-ce que c'est réaliste en 10 heures de travail de réussir à encaisser 2 000 €? C'est les questions qu'il va falloir se poser. En ce qui concerne les contrats de franchise, il y a des questions aussi à se poser. La première question, ça va être quelles sont les obligations qu'on a en tant que franchisé dans le contrat de franchise versus les libertés qu'on a, pouvoir choisir soi-même. Par exemple, en termes de mobilier, est-ce que certains mobiliers et certains fournisseurs sont imposés pour les équipements quand on est franchisé? Deuxième point, est-ce qu'on a des obligations par rapport à l'emplacement de là où est-ce qu'on doit avoir le business? Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver à avoir des contraintes de pouvoir choisir la localisation de son local que dans des endroits très chers. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. L'autre aspect, c'est de savoir l'accompagnement du franchiseur. Combien est-ce qu'il demande pour pouvoir nous suivre tous les mois? Combien est-ce qu'on est obligé de payer et comment est-ce que ce prix peut varier et quels sont les mécanismes de variation de ce prix-là? Le dernier point assez important, c'est par rapport aux produits. Parce que ce qu'il y a d'important aussi quand on a un business de salon de beauté ou de salon de coiffure, c'est de savoir qu'on peut se faire une marge par rapport aux produits capillaires. Est-ce qu'on a des obligations en termes de fournisseurs qui nous sont imposés? Donc tous ces points-là sont des points qui sont essentiels à connaître à l'avance parce qu'ils vont avoir une forte influence sur le coût qu'on va devoir payer et avoir un fort impact sur potentielle rentabilité qu'on va avoir dans son business. L'autre point important aussi quand on veut signer un contrat de franchise en tant que franchisé, c'est de comprendre quelles sont les motivations de notre franchiseur dans les obligations qu'il place sur nous. Par exemple, s'il nous impose de choisir notre mobilier ou nos produits chez certains fournisseurs, comment est-ce que lui, il négocie, est-ce qu'il négocie de façon compétitive ce prix-là? Est-ce qu'on ne va pas faire une étude de marché pour voir, OK, qu'est-ce qui se fait sur le marché et est-ce qu'on est vraiment gagnant dans ces obligations-là? Deuxième point important, c'est de savoir la rémunération, quels sont les conseils et quel type de suivi, à quelle fréquence est-ce qu'il nous donne ces conseils-là et est-ce qu'on voit les résultats de ces conseils. Le troisième point qui est important, c'est de comprendre les motivations du franchiseur. En général, c'est qu'il peut avoir une vitesse de développement rapide, mais comment est-ce qu'il capitalise ça? Est-ce qu'il le fait pour des raisons personnelles ou est-ce que véritablement il y a une espèce de synergie entre lui, le franchiseur, et nous, les franchisés? En guise de conclusion, en fait, c'est pas évident. Avec beaucoup d'empathie, je pense que côté franchisé, ça a sûrement été un traumatisme, se retrouver dans un échec, parce qu'en théorie, quand on est franchisé, on prend moins de risques que quand on se lance tout seul, mais ça ne veut pas toujours dire que le dénouement sera heureux.
Donc vraiment, ils sont restés vigilants et pour en revenir à l'histoire, d'Assatoussi, elle aurait gagné son procès, où elle était accusée d'abus de confiance par ses franchisés. Donc là aussi, avoir, une certaine empathie parce que clairement, la situation était plus que tendue, c'est fini au tribunal. Donc voilà pour, la vidéo d'aujourd'hui.